Bonjour et bienvenue sur la chaîne des disciples d'Avan, une chaîne entièrement dédiée à Dai no Daiboken. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre analyse du 9ème épisode intitulé Un éclat de courage. Celui-ci a été diffusé le 28 novembre 2020 et reprend les événements allant du chapitre 27 jusqu'au début du chapitre 31. Cet épisode couvre la fin du combat contre Crocodile lors de son raid sur le château de Romos, et débute le travail de fond qui sera réalisé sur le personnage de Pop. Gros épisode oblige, Kazuya Karasawa, le réalisateur en chef, s'est encore une fois attelé au storyboard. Il a cependant laissé la mise en scène à Kimitoshi Chioka, qui était le premier réalisateur de Dragon Ball Super jusqu'à l'épisode 46, et qui avait ensuite réalisé l'adaptation de 2018 de Gegege no Kitaro. Pour la supervision, Himiko Miyamoto s'est cette fois associée à Kozue Komatsu, une autre animatrice de la Toei Animation. Ayant débuté sur les enquêtes de Kindaichi, Komatsu sera mise en avant de par sa participation en tant que co-character design sur les films Smile Precure et Star Twinkle Precure. Elle a également été à la supervision de l'animation de Sailor Moon Crystal. Cet épisode ayant à la fois un passage émouvant et une animation de haut vol, il fallait faire appel à un directeur de l'animation qui soit capable d'exceller dans ces deux catégories. Ce rôle a donc été attribué à Yasutoshi Iwasaki, chargé des scènes d'action de JoJo's Bizarre Adventure Partie 5 Golden Wind. Nous pouvons également retrouver Ken Otsuka qui avait participé au tout premier épisode, Isamu Takara présent sur les deux premiers, Mamoru Yokota sur le 4 et le 8, et surtout Naotoshi Shida qui a animé à lui tout seul l'opening, la toute première scène du premier épisode, et le teaser dévoilé en décembre 2019 lors du Jump Festa. L'épisode débute dans l'auberge, après que Pop réalise que ses amis sont en danger face à Crocodile et son Juo Tsukongeki. Pendant qu'il essaie de se convaincre que ce n'est pas son problème, Mazofo, le mage de l'équipe des faux héros, entre dans la pièce. Dans le manga, le vieil homme ne rentre pas par la porte mais par un trou béant dans le mur. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, Mam frappait Pop et endommageait le mur de la pièce. A l'origine, le coup était bien plus violent et le faisait carrément traverser la cloison. Cela donnait un petit côté humoristique où Mazofo passait d'une pièce à l'autre sans frapper. De même, dans l'adaptation de 1991, il se pavanait plus longtemps devant les objets qu'il venait de voler et se faisait également réprimander par Pop quant à sa vie de brigand. Lorsque Mazofo montrera au jeune mage le sort de ses camarades par l'intermédiaire d'une boule de cristal, il y a une réplique inédite au manga. « Si seulement quelqu'un leur venait en aide !» suggérant ainsi à Pop d'intervenir. Durant cette scène, on peut constater que l'écueil reste très vigoureux pour bloquer Mam avec ses tentacules, l'empêchant ainsi d'aider Dai. Nous pouvions avoir un peu peur de la censure de ce moment étant donné que la scène pouvait apparaître trop tendancieuse. Les plans du manga et de l'ancien animé étaient à ce sujet beaucoup plus audacieux. C'est une bonne chose, car ces changements de plans mineurs ne changent rien à la situation, et à défaut de désamorcer certaines remarques lubriques, ils permettent de rendre la scène moins évocatrice. La cruauté de Zaboera est aussi bien mise en valeur et son seiyū Mitsuo Iwata est toujours aussi crédible dans ce rôle. Devant le désespoir du jeune garçon face à son impuissance, Mazofo lui dira comment un héros devrait se comporter à ce sujet. La mise en scène est ici beaucoup plus timide que dans le manga où il lui faisait un véritable sermon. Dans l'ancien animé, on pourra aussi se rappeler des arrière-plans très colorés, propres aux productions de cette époque. Cette direction avait pour but de souligner davantage certains moments clés, comme le changement de mentalité de Pop. Cependant, ça pouvait parfois devenir très kitsch, et le manga étant déjà terminé, ce reboot peut se permettre d'aller à l'essentiel sans traîner en longueur. D'ailleurs, à cet effet, ils se permettent de faire un clin d'œil plus subtil, en rajoutant un plan sur le pendentif de Pop qui se met à briller à l'évocation des encouragements de Mazofo. Lorsque le jeune mage court vers le château de Romos, on peut voir les habitants tenter de remettre de l'ordre dans leur ville, ce qui est fidèle au manga, là où l'ancienne adaptation était bien plus glauque et faisait de la surenchère en présentant des cadavres dans les rues. La transition est aussi plus rapide ici. En effet, dans le manga, Pop se remémore toutes les fois durant lesquelles ses compagnons ont risqué leur vie contre des adversaires bien plus forts qu'eux. Ces flashbacks étaient également repris dans l'anime original. Cependant, même si cela permettait de construire la montée en puissance de la volonté de Pop, cette mise en scène était trop longue et le rythme en pâtissait. Il aurait été intéressant dans ce nouvel animé de trouver le juste milieu entre le manga et la version de 91. Mais cela a sûrement été fait pour passer à l'essentiel et aussi parce que les flashbacks ne sont pas toujours très populaires auprès de certains téléspectateurs. L'arrivée de Pop au château est aussi plus fidèle dans cette nouvelle adaptation, là où en 91 on nous présentait un surhomme capable de sauter assez haut pour passer un pont-levis. On remercie l'équipe actuelle de nous avoir épargné de ce type de séquence incongrue. Toutefois, quand Pop débarque dans la salle du roi, un nouveau plan a été décidé là où l'ancien animé reprenait la planche qui illustrait la fin du tome 3.
On peut aussi voir Pop trembler de tous ses membres tandis qu'il provoque Crocodile, et on voit bien qu'il lutte contre son instinct de survie et son désir de fuir. Ainsi, son conflit intérieur a vraiment bien été retranscrit dans cette scène. Face aux provocations du jeune mage, le roi des carnassiers se rue sur lui et tente de lui asséner de violents coups de hache. La vitesse de cette séquence montre immédiatement leur différence de force physique. Les coups sont bourrins mais rapides. La sensation de danger est là et c'est du très bon travail de la part des animateurs. Pop utilise son bâton magique pour booster ses pouvoirs et invoque Merazoma, le sort le plus avancé de type Mera. L'effet de la magie est bien retranscrit ainsi que son effet sur Crocodile. On pourra toutefois regretter un léger manque de mise en scène quand le roi des carnassiers reçoit ce sort. En effet, dans l'anime de 91, on pouvait mieux apercevoir sa calcination à l'intérieur du dôme de flamme. Ce n'est pas pour autant raté, loin de là. On peut d'ailleurs voir Crocodile en fumée après avoir évité ce sort qui aurait pu lui infliger de très lourds dégâts sans sa hache du vide. Le roi des carnassiers inflige un terrible coup de queue à Pop qui se tord de douleur. L'animation est un peu étrange à ce moment, mais elle a le mérite de bien retranscrire la douleur de Pop suite à cette terrible attaque. Le jeune mage décide alors de donner un assaut ultime contre Crocodile en brisant son bateau magique lors d'une scène au dessin magnifique et à l'animation maîtrisée. Là encore, la sensation d'impuissance physique face à cette montagne de muscles semble évidente et terriblement bien retranscrite. Nous pouvons noter que dans l'anime de 91, lorsque Pop détruisait son bâton, un bruit d'énergie décroissante se faisait entendre comme si son booster de magie n'était plus efficace. C'était une bonne idée, dommage qu'elle n'ait pas été reprise. Grâce au débris de son bâton magique, Pop réussit à invoquer Maokator afin de libérer Brass de son emprise maléfique. Là aussi, les sorts sont bien réalisés, notamment lorsque Crocodile essaie de pénétrer dans la barrière magique. Pop explique au roi des carnassiers qu'il n'aurait jamais pu laisser mourir ses amis sans réagir, ce qui lui ramène un souvenir de Maître Avan. Il peut honorer son héritage en tant que disciple, et laisse couler ses larmes en souriant. Ce moment fait partie des éléments fondamentaux dans la construction du personnage, et cela a été bien mis en avant par son seiyuu Toshiyuki Toyonaga. Nous pouvons d'ailleurs supposer qu'il a volontairement proposé du sous-jeu jusqu'à présent afin de marquer l'évolution du personnage par sa mentalité et sa voix. La déclaration du jeune mage est si profonde qu'elle fait vaciller les certitudes de Crocodile. Il est même admiratif devant tant de courage et de détermination. Ainsi, un effet de flou ainsi qu'un zoom sur son visage permettent de bien marquer ce qui se passe dans sa tête. Est-ce qu'une victoire sans honneur a du sens? Et comment un homme aussi faible peut être aussi courageux tandis que lui utilise des méthodes aussi viles que lâches? Sans aucun doute une grande réussite dans cet épisode. Zaboera intervient et continue de manipuler Crocodile en lui objectant de tuer Pop. L'attitude du roi des carnassiers change alors vis-à-vis de son adversaire. Il passe ainsi de la moquerie à une forme de respect en lui disant « Navré petit », ce qu'il n'aurait jamais fait quelques minutes auparavant. Gome-chan pleure alors au-dessus de Dai et ses larmes semblent le soigner, lui permettant de se relever. Et c'est à ce moment que le thème signature de Dai que nous avons pu entendre lors de l'épisode 5 contre Adler intervient. Cette composition sera sans aucun doute réutilisée durant ces grands moments de bravoure. Yuki Hayashi maîtrise bien son sujet lorsqu'il faut produire un thème vraiment épique. Débute alors la scène que tout le monde attendait depuis le teaser de décembre 2019. Le trait est fin et distingué, les effets de lumière maîtrisés et la mise en scène très efficace. La puissance qui émane de Dai est si importante qu'elle permet de détruire à elle seule l'écueil qui retenait Mam. On pourra remarquer que Dai fait plus âgé dans ce passage que dans le manga où il apparaît encore comme étant très jeune. Il s'agit probablement de le faire mûrir plus rapidement visuellement et de coller aux attentes du public visé. Lorsque Dai saisit à main nue la hache de Crocodile, son visage est vraiment bien dessiné, et on ne peut qu'apprécier comparé à ce que proposait la version de 1991. Face à tant de puissance, Crocodile prépare son Jutsu Kongeki, avec un plan superbe mettant bien en valeur sa technique ultime. À peine soigné par Mam, Pop envoie à Dai l'épée d'un soldat afin qu'il puisse riposter contre la terrible attaque du roi des carnassiers. L'avant-strage que l'on doit à Naoto Shishida est tout simplement superbe et rend un bel hommage à la double page du manga. Un travail à la hauteur de nos attentes. Un silence de mort retentit après cet âpre combat et nous pouvons entendre le vent siffler. Crocodile est pratiquement coupé en deux et du sang gicle de sa blessure. On pourra évidemment contester l'utilisation du sang bleu lors de cette scène, mais il faut bien imaginer que des techniques visant à contourner la censure devaient être trouvées. Évidemment, dans le manga, c'est bien plus violent, notamment avec un Crocodile crachant du sang. L'ancien animé était tout aussi explicite et le sang était rouge. Crocodile s'avoue vaincu et confesse qu'il aurait voulu se battre à la loyale. Il tombe de la muraille du château, poussant ainsi son dernier cri. A ce sujet, nous sommes toujours aussi perplexes face au choix du seiyuu qui n'atteint malheureusement pas la bestialité du cri de l'ancien.
D'ailleurs, anecdote amusante, dans la vraie vie, le seiyuu Tomoaki Maeno est marié à Mikako Komatsu, donc nous pouvons dire que Crocodile est marié avec Mam. Face à la défaite de leur chef, la meute bat naturellement en retraite. On peut voir que le corps de Crocodile est recueilli par un condor, ce qui n'était pas le cas dans le manga ou dans l'ancien animé. C'est un détail très intéressant, mais nous y reviendrons en temps voulu. L'épisode se conclut ainsi sur la victoire des 3 disciples d'Avan dans une ville dévastée par le raid des carnassiers. Cet épisode était vraiment très attendu, car comme nous avons pu en faire part précédemment, une séquence précise avait été teasée lors de l'annonce de cette nouvelle série. Et là, on peut dire que l'équipe a mis le paquet. Les séquences d'animation de Crocodile sont de toute beauté, notamment lorsqu'il s'en prend à Pop. Les dessins sont magnifiques et la réalisation fait honneur au manga. Le Juhotsu Kongeki et la Van Strash ont tenu toutes leurs promesses. Malgré sa peur, Pop retrouve de sa superbe lors de son affrontement face au roi des carnassiers. Il en tira une belle leçon de courage qui atteindra Crocodile en plein cœur. Évidemment, l'autre point important est Dai et ses pouvoirs incroyables. L'épisode soigne grandement ses interactions et à ce moment-là sa puissance semble sans limite. Bien sûr, on pourra regretter encore une fois le rythme un peu trop rapide. Ici c'est probablement Mazofo qui en pâtit avec son discours qui n'est malheureusement pas assez mis en avant. Il y a également la conclusion du combat où nous n'avons pas le temps de constater les regrets de Crocodile. Il pleure vite fait et il tombe. Quoi qu'il en soit, cet épisode était excellent et c'est une très bonne idée de le conclure avec un plan de nos 3 héros démontrant leur travail d'équipe. Sans Mam et Pop, Dai n'aurait jamais réussi à vaincre son adversaire tout seul. Bref, nous avons vraiment hâte de voir la suite avec l'arrivée d'un personnage vraiment très populaire. Cette 9ème review est désormais terminée et nous espérons que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs qui sont en lien dans la description. Prenez soin de vous chers disciples et à la semaine prochaine.